Bonjour Noam Léandri. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Jusqu'ici, on connaissait le seuil de pauvreté. On rappelle qu'il est fixé à 1 102 € par mois pour une personne seule. Votre rapport propose de fixer un seuil de richesse. Alors, qui sont les riches ? Eh bien, écoutez, on a fait de la même façon que pour les pauvres. Au lieu de dire que c'est la moitié du revenu médian, c'est-à-dire ceux qui séparent la population en deux, on dit que c'est le double. C'est un peu ce qui est déjà fait en Allemagne depuis 20 ans. On n'a pas en France aujourd'hui de seuil de richesse. Donc, ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, au-delà de 3 700 € par mois pour une personne seule ou 7 700 € pour un couple avec 2 enfants, vous êtes considéré comme riche, c'est-à-dire que vous faites partie des 7% les plus aisés de la population. Une personne est donc riche à partir de 3 673 € par mois. C'est précis, oui, effectivement. Oui, ça peut paraître assez peu finalement si on met ce chiffre en parallèle avec la richesse des grandes fortunes, puisque là, on bascule dans ce camp des riches. Tout à fait. Alors, on a toujours plus riche que soi, Oui. mais on a aussi souvent plus pauvre que soi. Oui. Et donc là, en l'occurrence, il y a beaucoup même plus de personnes qui sont en dessous de ce seuil. C'est quand même 93% des Français qui gagnent moins que ce seuil. Donc si on fait partie des 7% les plus aisés, quand est-ce qu'on est riche ? Sinon, effectivement, on peut toujours dire il y a les 1% les plus riches et on peut dire voilà, il y a toujours plus riche que soi. Mais néanmoins, avec 3 700 € par mois, vous avez un confort de vie que n'ont pas la plupart de la population. Ça veut dire des logements spacieux dans lesquels vous pouvez vous isoler. Ça veut dire aussi pouvoir partir en vacances, On va y notamment revenir en hiver. justement sur ce niveau de vie. Mais ce seuil, il ne prend pas en compte, par exemple, la différence de niveau de vie. Si on prend un locataire dans une grande ville et un propriétaire en milieu rural, du coup, est-ce qu'il colle vraiment à la réalité ? Alors, on tient compte également aussi du patrimoine. Ça, c'est vrai que c'est pas la même chose d'être en début de carrière ou en fin de carrière avec ce niveau de revenus et puis d'avoir accumulé ou pas un patrimoine ou d'en avoir hérité, parce que la plupart du temps, quand même, 2 tiers du patrimoine, il est hérité en France. Il n'est pas gagné par la force du travail. Mais néanmoins, ce que ça veut dire, c'est que c'est quand même la capacité de s'acheter une Rolex par mois, quasiment, j'ai envie de dire. Donc, c'est quand même très important. Et effectivement, on pourrait considérer que selon les zones où on habite, selon l'âge qu'on a, c'est pas la même chose. Mais aujourd'hui, en France, le SMIC, il est partout pareil en France. Le salaire minimum, il est partout pareil en France. Le RSA, il est partout pareil en France. Et le seuil de pauvreté, il est exactement pareil partout en France. Donc, il n'y a pas de raison de faire différent pour la richesse. Ça sert à quoi de fixer un seuil de richesse ? Ça sert à mesurer et à informer. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de débats, notamment fiscaux, parce qu'un jour, il va falloir rembourser la dette publique, qui s'est beaucoup creusée pendant la crise du Covid. Et donc, il y a un débat qui va s'imposer sur qui doit participer, qui doit contribuer. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est informer, sans faire de la polémique, mais juste montrer qu'il y a 4,5 millions de personnes qui sont au-dessus de ce seuil de richesse, 4,5 millions de personnes qui pourraient contribuer peut-être davantage à la solidarité nationale. Il y en a besoin. Moi, ce que je prends comme parallèle, c'est qu'il y a à peu près autant de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté et que finalement, un transfert, c'est-à-dire si ces 5 millions de riches, pour faire court, donnaient 150 € par mois aux 5 millions de pauvres, eh bien, il n'y aurait plus de pauvreté. Tout le monde passerait au-dessus du seuil de pauvreté s'il y avait ce transfert qui permettrait un peu de solidarité, d'équité. C'est un seuil qui permet en tout cas d'ouvrir le débat. Vous faites aussi, et vous le disiez, la différence entre la richesse des revenus et celle du patrimoine. 16%, je crois, des Français sont concernés, 490 000 € pour ce seuil de richesse du patrimoine. Ça nous apprend quoi ? Ça veut dire quand même que le patrimoine est très concentré en France, beaucoup plus que les revenus. Les 10% les plus riches en patrimoine détiennent presque la moitié du patrimoine français. Donc voilà, c'est effectivement très très concentré. Et alors, contrairement au nombre de riches en revenus qui a peut-être baissé là depuis 10 ans, ce qu'on a mesuré, en revanche, sur le patrimoine, là, ça augmente. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de très, très riches. Les patrimoines des 500 les plus grandes fortunes de France a quadruplé en 10 ans. Donc, ça montre que finalement, il y a une très grande explosion de la très grosse richesse, les très hauts revenus. Les riches sont de plus en plus riches. Que parmi les plus aisés. D'accord. Après, globalement, quand on prend notre seuil de richesse qui nous semble quand même être plus intéressant pour regarder quand même globalement sur l'ensemble des Français comment ça se situe, il n'y a pas d'explosion des richesses. Mais c'est vrai que sur la très très haute, ce qui se passe, c'est surtout une concentration sur le plus haut de la distribution, c'est-à-dire parmi les plus riches, les plus aisés, que là ça se situe. Ce que ça veut dire aussi, c'est que le patrimoine, il n'est pas très bien réparti. Et je pense que c'est intéressant dans le débat qu'on va avoir sur l'héritage, puisque vous savez qu'il y a un certain nombre de candidats à la présidentielle qui avaient proposé de travailler sur la question de l'héritage. Comme je le disais tout à l'heure, 2 tiers du patrimoine en France, il est hérité. Ce qui veut dire que ce n'est pas le travail qui paye aujourd'hui en France. Le travail ne paye pas. Exactement. Et finalement, la plupart de l'héritage n'est pas taxé, c'est très très faible. Donc il faut davantage, selon vous, taxer l'héritage. Beaucoup d'héritages sont en dessous de 100 000 € finalement par héritier. Et donc ça veut dire que ce débat-là, il risque d'être biaisé. Et donc c'est important de bien connaître finalement la répartition des patrimoines. On manque souvent malheureusement de données. Parce que les patrimoines sont parfois cachés, les revenus aussi, parfois dans les déclarations de revenus on ne voit pas tout. Et donc il y a besoin quand même de davantage de transparence, je pense, sur ce débat. Je vais donner quelques chiffres, 54% des 60-69 ans, 53% des 70 ans et plus ont hérité, 2 tiers des successions sont inférieures à 30 000 €. Est-ce qu'il y a un portrait type
du riche? Alors effectivement, c'est quand même quelqu'un qui a plus que 50 ans, c'est quelqu'un qui vit peut-être aussi plus en couple ou célibataire, parce que quand on n'a pas d'enfants à charge, voilà, on a un niveau de vie, quand on a un revenu équivalent, les enfants sont peut-être partis du foyer, donc ça permet aussi d'avoir un niveau de vie plus large quand on n'est plus que seul ou à deux. On habite aussi souvent dans des quartiers quand même. Vous savez qu'il y a de la ghettoisation des riches en France. Ouais. Ils habitent tous ensemble dans certains quartiers, dans l'ouest parisien, mais également dans certains quartiers à Marseille. Enfin, voilà, on voit quand même clairement que c'est aussi une répartition géographique qui n'est pas sur l'ensemble du territoire. Ouais, pas homogène. Il y a quand même une forte concentration, effectivement, ce n'est pas homogène. Donc ça, c'était un peu le profil type. Et puis surtout d'avoir déjà ses parents, d'être très diplômés, d'avoir ses parents qui étaient également diplômés, également fortunés, fait qu'on a plus de chances. Et effectivement, et ça se transmet de génération en génération. Non seulement le patrimoine, mais également le diplôme. On voit que si nos parents étaient diplômés, on le sera également soi-même. Donc on voit que typiquement, il y a besoin de le corriger non seulement à travers la répartition des revenus du patrimoine, notamment au moment de l'héritage, mais également aussi par l'éducation. C'est très important. Aujourd'hui, l'éducation nationale française, l'enseignement français n'arrive pas à corriger ces inégalités de destin finalement à la naissance. Et donc c'est aussi un axe important. Si on doit investir finalement, c'est pas simplement en redistribuant de façon monétaire, mais c'est peut-être aussi en investissant dans l'éducation, et notamment pour ceux qui ont le moins de bagages culturels, le moins de bagages scolaires dans leur famille. Est-ce que, quel est le niveau de vie? Ça veut dire quoi être riche? On vit comment? Vous nous disiez tout à l'heure, on vit dans plus d'espace, par exemple. Exactement. Donc typiquement, si on regarde un peu en termes de conditions de vie, d'abord, on a un logement qui est plus spacieux, c'est au moins 60 mètres carrés par personne. Ça veut dire qu'on a aussi une pièce souvent pour s'isoler, et on l'a vu pendant la période du Covid, où on était confinés, c'était quand même important de pouvoir avoir une pièce pour s'isoler, pour travailler. C'est aussi de pouvoir partir en vacances, et notamment en vacances d'hiver, qui sont là où il y a le plus d'écart. Tout le monde ne va pas au ski, il n'y a qu'un Français sur 6 qui va en vacances au ski une année sur 2, au moins. Et puis, c'est aussi pouvoir se libérer du temps en faisant appel à de l'emploi à domicile. Typiquement, que quelqu'un fasse le ménage à votre place, ça, c'est quand on est quand même dans un niveau de vie, un signe de richesse, un niveau de vie aisé. Tout le monde ne peut pas maîtriser à la fois ses vacances, son temps, mais également sa mobilité. Est-ce que, à l'inverse, si les riches sont plus riches, en tout cas les très riches, vous me disiez, est-ce que les pauvres sont plus pauvres? Alors, on ne voit pas. Alors, typiquement, avec la crise du Covid et depuis les Gilets jaunes également, il y a eu quand même beaucoup plus de redistribution qui a été faite que depuis quelques années. Donc, les pauvres ne sont pas forcément appauvris. On n'a pas encore vu ce phénomène. Ça s'est plutôt stabilisé grâce à des mesures exceptionnelles de solidarité qu'il y a eu pendant la crise du Covid. Après, ce qui se passe et qui est un phénomène très inquiétant, c'est le travail pauvre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de personnes, au moins 1 million de travailleurs, qui, malgré le fait qu'ils travaillent tous les mois, n'arrivent pas à en vivre correctement et se trouvent en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qu'il s'agirait de corriger le plus vite possible. Mais il y a aussi d'autres situations un peu intenables, des femmes qui élèvent seules leurs enfants, qui n'ont pas la capacité de pouvoir faire garder leur enfant, donc de travailler, se retrouvent en dessous du seuil de pauvreté parce que les minima sociaux, en l'occurrence le RSA, est inférieur au seuil de pauvreté pour ce type de famille. Et donc ça, c'est vrai que c'est assez incompréhensible de se dire pourquoi, lorsqu'on est âgé, on a un minimum social, un minimum vieillesse qui permet d'être au-dessus du seuil de pauvreté, et pas quand on est une femme seule qui élève son enfant. Merci beaucoup, Noam Léandri. Je rappelle ce rapport sur les riches de France qui permet d'ouvrir le débat et lancer des pistes de réflexion. Merci beaucoup. Merci beaucoup.